Buonasera, buonasera a tutti. Bonsoir et bienvenue au Palais Farnèse, au Salon d'Hercule, pour ce nouveau dialogue du Farnèse intitulé « Prison, la frontière des droits ». C'est une question dans le cadre du cycle à haute voix, le futur des démocraties, organisé par l'Institut français-Italie à Rome et dans d'autres villes italiennes. Le sujet de ce soir est fondamental pour nos démocraties qui défendent les libertés et les droits. Apparemment, c'est un sujet négligeable parce que malheureusement, le sujet de la dignité des personnes privées de liberté, des prisons, des prisonniers n'est pas au centre du débat public. Trop souvent, cela fait partie de ce que nos sociétés préfèrent ne pas voir. Il existe des associations qui s'occupent de ce sujet. Et à partir de Michel Foucault en France, beaucoup de juristes et beaucoup d'experts se sont penchés sur ce sujet. En outre, il y a une urgence sociale et humaine bien connue des professionnels du secteur, les avocats, les administrateurs pénitentiaires qui s'occupent à différents titres des détenus. À l'échelle institutionnelle, tout récemment, des autorités administratives indépendantes ont été créées. Par exemple, le contrôleur général des lieux de privation de liberté en France et en Italie, le garant national des droits des détenus et des personnes privées de liberté personnelle. Ce soir, nous avons le grand privilège de pouvoir écouter Madame Dominique Simoneau, contrôleur général des lieux de privation de liberté, depuis 2020, et Monsieur Mauro Palma, premier garant national depuis 2016. Notre dialogue voit également la participation de Madame Bucoliero, directrice de la maison centrale Lorusso e Cutugno de Turin, après avoir été directrice de l'établissement pénitentiaire pour mineurs Beccaria de Milan. Le dialogue de ce soir est très important, y compris étant donné les parcours professionnels et personnels de nos intervenants. Mauro Palma, mathématicien, président, a été président du Comité européen pour la prévention de la torture, du Conseil de l'Europe, fondateur et premier président de l'association Antigone. Dominique Simoneau a été pendant très longtemps une journaliste très connue en France pour ses chroniques pour le quotidien Libération et pour l'hebdomadaire politique satirique Le Canard enchaîné. Ces chroniques, comparution immédiate et coup de barre, ont été publiées et adaptées pour le théâtre à Nancy et à Paris. Cosima Bucoliero a souhaité mettre en commun avec nous son expérience, ses réflexions, et dans un livre intitulé Senza sbarre, sans barreaux, histoire d'une prison ouverte, publié en 2022 par Einaudi, écrit avec la journaliste Serena Uccello. Nos invités de ce soir se sont donc engagés pour la divulgation de ce thème et ils ont tous eu des expériences très fortes qu'ils vont partager avec nous. Le modérateur ou la modératrice est Madame Giulia Merlo, journaliste au quotidien Domani, le journal Domani. Et je la remercie. Merci à vous tous et toutes présents ce soir ou participant à distance. Je vous souhaite un très bon dialogue, bonne soirée beaucoup. Et merci beaucoup à tous. Merci d'abord au public présent
et à distance. Merci à l'ambassade de France à Rome qui a organisé ce débat qui concerne la démocratie. Parler de paix, parler de démocratie est quelque chose qu'il faudrait toujours faire ensemble. Donc, je suis vraiment très heureuse de pouvoir animer, modérer ce débat. Avec nos invités, avec nos intervenants, nous essaierons de raconter beaucoup de choses concernant les prisons. Les prisons, je m'en occupe en tant que journaliste, c'est un lieu fermé. Il est difficile de le raconter à l'extérieur. La terminologie est difficile. Elle n'aide pas à la compréhension de ceux qui considèrent la prison comme quelque chose de très éloigné de sa propre vie, sauf si un problème quelconque le rapproche de lui. Donc, parler de prison, parler de démocratie est très important parce que ceux qui sont en prison, probablement, jouissent de moins de droits. On l'a vu pendant la pandémie. Il est très intéressant de parler de sujets avec la contrôleure générale des lieux privés de liberté française et le garant national italien. Ce sont deux autorités nouvelles, surtout en Italie. Le docteur Palma a été le premier garant national, le premier contrôleur général. Je vais donc lui demander de bien vouloir présenter sa fonction, le rôle qu'il joue, un rôle peut-être inédit qui se rapporte au ministère de la Justice, au ministère à d'autres ministères, la police pénitentiaire, il se rapporte au directeur des différentes prisons. Et donc, pour nous qui sommes à l'extérieur, pour nous, la presse, c'est un centre d'information tout à fait essentiel. Pour raconter la prison, il faut qu'il y ait une entité tierce, indépendante. Donc, je demande à M. Palma de bien vouloir encadrer son rôle et sa fonction pour ensuite enchaîner sur la même fonction en France. Eh bien, merci. Merci, bonsoir à toutes et à tous. Et merci de m'avoir invité. Je remercie l'ambassade de France pour cette très belle opportunité qui nous est offerte de présenter donc cette institution, cette autorité, le garant national. Comme l'a dit Madame Merlo, c'est une institution tout à fait nouvelle qu'il faut connaître. Pendant toutes ces années, nous avons plusieurs fois présenté donc le garant national en tant qu'institution. Eh bien, son point de départ est un principe, une forme pour prévenir la négativité dans les lieux de privation de liberté, eh bien, consiste à les visiter de manière indépendante, donc de rentrer dans les prisons, d'être dans les prisons, avoir la possibilité de parler avec les gens qui sont là-dedans. C'est une forme de prévention qui a été établie à l'échelle européenne. On a parlé du Comité européen pour la prévention de la torture, du Conseil de l'Europe, qui a été donc installé par un grand juriste italien, le professeur Cassese, qui en a été le premier président. Et après l'alternance avec d'autres nationalités, avec d'autres présidents, dont des présidents français, je suis devenue président. Et j'ai essayé de reprendre le même modèle dans mon rôle de garant national. Les lieux de privation de liberté sont un lieu de vulnérabilité des droits, quelle que soit la raison pour laquelle la personne se trouve là-bas. La prison, mais c'est aussi la même chose pour les centres de rétention. C'est aussi le cas des services psychiatriques de diagnostic et de soins, si on a eu des problèmes personnels, des problèmes de vie. Des situations certes très différentes, mais il y a toujours là-dedans une vulnérabilité intrinsèque qui est provoquée par la privation de la liberté. Voilà le centre, le cœur du garant national. Visiter, émettre des recommandations, essayer de prévenir. Nous n'avons pas une fonction juridictionnelle, mais plutôt d'incitation des administrations. Comme l'a dit Giulia Merlo, en ce qui me concerne, il y a au moins 4 administrations concernées: le ministère de la Justice, le ministère de l'Intérieur, pour ce qui est de la migration, le ministère de la Défense, parce que il y a également
parmi nos fonctions, le contrôle de l'activité des carabiniers et puis le ministère de la Santé pour ce qui est des centres de santé, donc les services psychiatriques. Mais il y a toujours le même principe, le principe préconisé, évoqué, rappelé par Piero Calamandrei, c'est-à-dire il faut avoir vu. Après avoir vu, eh bien, on comprend les problèmes. Et même les règles que l'on établit ne sont pas des règles théoriques. Ce sont des règles qui découlent de l'expérience directe de ce qu'on a pu observer. Je vais évidemment poser la même question à Madame Simoneau. Tout d'abord, le garant national italien, je vous demande donc si le rôle, la fonction du contrôleur général ressemble au garant national italien. Quels sont les points de ressemblance? Et puis, je vous demanderai de nous dire quels sont en France les problèmes principaux. Monsieur Palme a dit qu'il faut voir ce qui se passe dans les prisons. Pendant vos dernières visites, qu'est-ce que vous avez vu dans les prisons françaises? Quels sont les principaux thèmes dans l'agenda française en ce qui concerne les prisons? Et merci, moi aussi, je suis très heureuse d'être ici. D'ailleurs, j'aurais de ma vie rêvé d'être dans un endroit aussi beau, de même que je n'avais jamais rêvé d'être contrôleur général. Et voilà. Moi, j'étais journaliste, comme vous, et spécialisée de la justice et des prisons. Et quand je suis entrée pour la première fois en prison en tant que contrôleur général, j'ai vraiment compris ce que voulait dire être enfermé dans les conditions françaises. Mais je vais d'abord répondre à votre première question. Notre rôle est à peu près le même, à part que nous ne visitons pas les maisons pour handicapés ni les maisons pour les personnes âgées, mais tout le reste, nous le faisons. Donc, nous dialoguons avec les mêmes ministères. Nous sommes totalement indépendants du pouvoir politique, quel qu'il soit. Et à l'issue de nos visites, qui ont lieu une fois par mois pendant 15 jours, une équipe, des 4 ou 5 équipes partent un peu partout en France, visiter des hôpitaux psychiatriques, des services fermés, les prisons, les centres de rétention pour migrants, les geôles des commissariats ou des gendarmeries, et les centres éducatifs fermés pour les enfants et adolescents, qui est, disons, qui évite l'incarcération des mineurs. Voilà. Je peux vous dire, mes dernières visites en prison, je vais être très pragmatique, elles étaient horribles. Horribles parce qu'on a découvert des lieux où dans des cellules très petites. Moi, j'ai passé ma vie de journaliste à écrire. Ils s'entassent à 3 dans 9 mètres carrés. Non, ils s'entassent à 3 dans 4 mètres carrés. Parce que quand on enlève l'emprise des lits superposés, des toilettes, eh ben, il reste, on a calculé à Bordeaux-Gradignan, il restait 0,8 mètres carrés par personne, par être humain, pour des détenus qui sont pour la plupart enfermés 22 heures sur 24 dans des cellules. Si vous voulez, c'est une situation qui est tellement honteuse que j'ai honte de la décrire et j'ai honte pour mon pays. En plus, ces cellules sont dégoûtantes. Elles grouillent de bêtes, de cafards, de punaises de lit. Dans la cour, il y a des rats. Je ne sais pas, la prison, c'est certes la punition, et c'est tout à fait normal, mais la prison a 2 jambes normalement. L'autre jambe, c'est la réinsertion. Et la réinsertion dans ces conditions, elle est impossible. J'ai lu que l'ancien Premier ministre italien, Mario Draghi, avait dit que la réinsertion, c'était très important, qu'il fallait que la prison s'ouvre sur le monde, sur la société. Eh bien là, on en est loin, très loin. Et je sais que vous avez visité la prison de Toulouse-Seyss, où je crois que vous avez été aussi horrifié que moi, je pense. Et je crois que si notre société veut s'honorer, non seulement s'honorer, alors là je parle des droits humains, mais aussi être efficace. Je parle de la réinsertion. Il
il faut bien savoir que chez nous, en France, un détenu coûte 110 € par jour à la société pour lui être rendu quelques mois plus tard, puisque c'est dans les maisons d'arrêt où se purgent les courtes peines et où vivent aussi les présumés innocents que sont les prévenus, les gens qui n'ont pas encore été jugés. Donc ça coûte 110 € par jour pour rendre des gens à la société dans un état, mais forcément pire qu'ils y sont entrés, parce que d'abord la surpopulation vicie absolument tout, l'accès aux activités, l'accès au travail, l'accès aux soins. Et donc, d'un simple, si on part d'un simple calcul, je dirais pas cynique, économique, pratique, pragmatique, eh ben, ça ne peut pas durer comme ça. Donc je pense qu'après on parlera d'autres choses, des mécanismes qui peuvent s'enclencher pour pallier à ça. Io ho molto imparato dalla Francia, tanto dialoghiamo. J'ai beaucoup appris de la France. Mais quand nous discutions pour savoir s'il fallait créer un garant national en Italie, l'expérience de Jean-Marie Delarue, qui était le premier contrôleur général, eh bien, cette expérience était pour nous un modèle. La similitude est due également au fait que nous avons beaucoup appris de ce modèle qui avait vu le jour à cette époque-là. Alors, disons que la donnée principale à partir de vos témoignages est qu'il est important de voir. Vous l'avez dit l'une et l'autre. Malheureusement, les récits sont ceux que vous venez d'évoquer, d'où l'importance d'avoir avec nous ce soir Madame Cosima Bucoliero. Madame Bucoliero, la frontière des prisons, directeur de la prison de Turin. Elle vit le quotidien des détenus et surtout, elle vit ce que Madame Simoneau vient de dire, la fonction de réhabilitation de la peine. En Italie, elle est réglementée par la Constitution, article 27, où il est question de la fonction de réhabilitation de la prison. L'objectif est de veiller à ce que le détenu puisse rentrer dans la société améliorée dans la mesure du possible. Bien sûr, il s'agit d'un principe idéal qui très souvent, même trop souvent, j'aurais envie de dire, n'est pas respecté dans le quotidien des prisons. Alors, à partir du livre que vous venez d'écrire, Sans barreaux, et le titre est déjà très éloquent, pouvez-vous nous expliquer ce titre, d'une part, et d'autre part, quel est le quotidien dans les prisons et votre prison? Comment est votre prison? Est-ce que vous reconnaissez quelque chose par rapport à ce qui vient d'être dit? Alors, tout d'abord, je tiens à vous remercier de cette invitation. Je remercie l'ambassade de France pour cet excellent accueil. Avant d'entrer dans le vif de votre question, je tenais justement à remercier toutes les personnes qui sont ici présentes aujourd'hui pour entendre aborder un thème qui n'est certes pas un thème dont on parle beaucoup, loin de là. Normalement, on en parle très peu. Bon, j'ai publié avec Madame Uccello ce livre Sans barreaux. Et tu m'as posé la question du titre. Eh bien, c'est un stimulus sans barreaux. Ça pourrait être une incitation. Nous voulions mettre l'accent sur le fait que la prison doit être un lieu ouvert. La rééducation, la resocialisation des détenus passe nécessairement par cette osmose incessante, par cette contamination avec la société. D'où le titre, Sans barreaux, l'idée d'une prison où les frontières sont mouvantes, mobiles, comment dire, où se crée ce lien constant avec la communauté qui vit à l'extérieur. Bon, le quotidien est difficile et beaucoup dépend des établissements de peine. Je me trouve à la prison de Turin où je vis une situation fort difficile parce que la prison de Turin connaît une situation de surpeuplement d'un côté, surpopulation d'un côté, mais elle accueille des personnes dans des structures délabrées qui auraient besoin d'une restructuration. Mais cette restructuration n'est pas possible, faute de parce qu'on ne peut pas libérer les espaces, déplacer les personnes. Mais surtout, nous
peinons beaucoup pour accompagner ces personnes à l'extérieur, pour vraiment essayer de mettre en œuvre ce principe constitutionnel. Ce que la communauté ignore sans doute, que la société a du mal à comprendre, c'est que si nous voulons vraiment mettre en pratique le principe constitutionnel, si nous voulons vraiment essayer d'assurer la sécurité sociale, si nous voulons que la prison fonctionne, qu'il ne... Et là, je fais un discours un peu cynique, si vous voulez. Il ne s'agit pas que de ressources économiques qui sont mal utilisées, mais nous avons vraiment besoin de créer des opportunités. Madame Cartabia, ancien ministre de la Justice, parlait de prison comme étant une fenêtre sur des opportunités. Voilà, moi, dans ma prison, dans mon livre Sans barreaux, je parle de la prison de Bollate, Milan, une prison où il y a beaucoup d'opportunités, où on peut vraiment réaliser ce parcours d'accompagnement. Malheureusement, les établissements de peine diffèrent beaucoup l'un de l'autre, et cela à cause de différents facteurs, dont la communauté qui vit autour de la prison. Beaucoup dépend donc des opportunités que l'on peut réaliser avec l'aide de la communauté. La réglementation, nous avons une réglementation pénitentiaire qui met en œuvre le principe constitutionnel. Cependant, de manière concrète, nous nous heurtons à toute une série d'éléments, de facteurs, y compris de nature organisationnelle, qui, d'une certaine manière, créent de gros obstacles pour l'application de la loi et pour vraiment veiller à ce que les personnes, une fois sorties de prison, ne soient pas qu'ils soient meilleurs par rapport au moment où elles sont entrées en prison, et pour que ces personnes puissent reprendre en main leur vie. Les personnes, quand elles entrent en prison, la prison est une fracture. Il y a un avant et un après, et les personnes ont besoin de trouver des éléments leur permettant de reconstituer leur existence à partir de la situation qu'elles sont en train de vivre en ce moment. Mais il faut vraiment que des opportunités soient créées à partir des conditions de vie, les espaces au premier chef, parce qu'il est évident que s'il n'y a pas d'espace dans une prison, si on n'a que quelques mètres à sa disposition, il est difficile d'imaginer de s'engager dans des activités ou à faire un parcours de responsabilisation ou de remise à plat, comment dire, du crime commis. C'est un parcours qui a besoin de la participation de tous et surtout de l'administration pénitentiaire d'un côté, du ministère de l'autre et de la communauté, mais surtout il faut vraiment créer les conditions minimales de convivialité, de vie, de respect de la dignité de la personne, comme l'a dit la Cour européenne des droits de l'homme quand elle a condamné l'État italien pour un traitement inhumain et dégradant. Eh bien, cette réponse fait ressortir une autre donnée à prendre en compte. Parler de prison, cela signifie parler de politique. La prison est un thème qui polarise le débat parce qu'il y a toujours plusieurs points de vue différents. Un point de vue particulier en Italie et en France, j'en parlais à l'instant avec Madame. Alors, la surpopulation. La surpopulation est un problème, que ce soit en France ou en Italie. En Italie, il y a eu une longue phase qui dure encore, une phase politique, où la réponse était celle de construire de nouvelles prisons. Il y a surpopulation, comment régler ce problème? On construit de nouveaux établissements de peine. C'est un thème qui, d'une certaine manière, exige une réflexion supplémentaire parce que, de manière intuitive, cela pourrait paraître une réponse, mais je pose la question à M. Palme. Pouvez-vous nous expliquer sa vision des faits et pourquoi cette réponse, qui paraît la plus simple, peut ne pas être la meilleure solution?
bien, dans mon expérience, qui est assez longue, et où j'ai revêtu plusieurs fonctions, j'ai connu plusieurs ministres, j'ai rencontré beaucoup de ministres qui se succédaient, le ministre de la Justice, bien sûr. En parlant du problème des prisons, j'ai toujours compris que celui qui présentait cette solution de rechange, cette alternative, ne comprenait pas grand-chose au prix des prisons, parce qu'il proposait des solutions faussement immédiates. Construire une prison, c'est très complexe, construire une prison. Et cela signifiait que la personne ne connaissait pas la composition de la population carcérale. J'ai un peu une sorte de manie pour les chiffres. Eh bien, cet après-midi, en prison, il y a, par exemple, chez nous, 1461 personnes qui ont été condamnées à une peine de moins d'1 an. Il y en a 2577 condamnés à moins de 2 ans. Alors, le problème n'est pas de trouver une place pour ces 4000 personnes environ. Le problème est de savoir pourquoi ces 4000 personnes, dans un système qui prévoit des mesures alternatives jusqu'à 4 ans, et j'ai parlé de 2 ans maximum, pourquoi ces personnes se trouvent en prison? Certes pas pour le crime commis, un crime qui prévoit une peine de 8 mois, 7 mois, inférieur à 1 an, n'est pas un crime très important, n'est-ce pas? Eh bien, leur emprisonnement, est-ce que cela sert à quelque chose? La prison est une machine complexe, rien que pour étudier une personne et pour comprendre quel pourrait être un bon parcours de réinsertion sociale. Cela prend des mois. On soustrait du temps précieux pour chaque individu qui sort de prison comme il était auparavant, mais en plus avec le stigme d'avoir été en prison. Ces personnes sont l'image concrète, comment dire, plastique de la pauvreté. Pauvreté au sens large, pauvreté juridique, parce que si ces personnes avaient un avocat, s'ils avaient eu un avocat, ils n'étaient pas en prison. Compréhension du lieu où ils se trouvent, pauvreté des liens sociaux. Alors le problème est moins celui de faire de la place pour mettre des personnes qui ont été d'une certaine manière rejetées, repoussées par la collectivité au sens large, que de comprendre comment réserver les places qui existent à ceux qui doivent vraiment être emprisonnés, c'est-à-dire ceux pour lesquels le fait d'être emprisonné est utile pour leur retour, réinsertion dans la société. Alors, vous me direz, qu'est-ce qu'on fait des autres? On les laisse sans punition, impunis? Non, il faut envisager d'autres systèmes de contrôle et de support qui devraient entrer en jeu dans de tels cas. Quand j'étais jeune et que j'étais étudiant, on nous disait que le système pénal est une mesure extrême qui doit intervenir là où d'autres systèmes de régulation sociale ont échoué. Si nous considérons beaucoup de ces personnes sont sans scolarité, sans maison. Je parle de personnes qui ont commis de petits délits. Alors, la réponse que je donne normalement au ministre est la suivante. Mais il faut réfléchir comment mieux utiliser les places qui existent. Cela est tout à fait faisable et dans des délais très courts, au lieu d'envisager la construction d'une prison qui exige 10 ans avant que la prison ne fonctionne. Alors, c'est ce que vous appelez de vos voeux me paraît la ligne du PNRR. Il y a des mesures en matière carcérale. Ces fonds européens qui sont arrivés en Italie et qui sont utilisés pour la justice, eh bien, une partie de ces fonds seront affectés aux prisons pour restructurer des
pavillons existants. Mais l'approche de l'ancien ministre, Mme Cartabia, était de suivre la logique que monsieur vient de décrire, réfléchir sur l'existant au lieu d'élargir des structures sans pour autant les multiplier. Et en cela, je voudrais poser la même question à Mme Simoneau. Tout d'abord, nous en avons parlé dans notre entretien tout à l'heure. Elle m'a dit qu'on trouvera toujours la manière de remplir les prisons. Il y a toujours quelqu'un qui doit finir en prison. Et c'est une phrase qui m'a beaucoup frappée parce que cela donne le sens de la nature inéluctable. Si le système pénal n'est pas limité, endigué, il y aura toujours quelqu'un qui finira en prison. Et comme le disait M. Palma, un pauvre, quelqu'un qui a subi un procès sans aucune défense. Alors ma question est la suivante. Puisque ce débat en Italie a été beaucoup traité par les initiés, est-ce que en France aussi, il y a le thème de la construction de nouvelles prisons comme solution possible? Et quelle est la réponse qu'offre la réglementation française? Et pour faire un pas en avant, vu que vous, madame, vous avez été journaliste pendant longtemps, comment est-ce qu'on raconte la prison en France? Est-ce qu'on en parle? Raconter la prison sous une autre forme autre que la forme journalistique figure parmi vos objectifs. D'abord, c'est embêtant parce que je suis totalement d'accord avec Mauro Palma sur tout ce qu'il a dit. La construction d'une prison, regardez, le président Emmanuel Macron avait promis en 2017 la construction de 15 000 places de prison. On est à 2 000 places, vous voyez, parce que là, la France s'est vantée d'une prison qui vient d'ouvrir dans l'est de la France en décembre 2021. Or, elle avait été promise par un gouvernement bien précédent en 2008. Donc, vous voyez, ça n'est absolument pas la solution de construire des prisons. On les remplira. D'autre part, c'est tout à fait vrai. Il y a une étude très intéressante du Secours catholique et de Emmaüs France pour montrer que la prison était remplie de pauvres. La prison, les petites peines, toutes ces petites peines, effectivement, sont des pauvres, mal défendus et jugés à la va-vite avec cette procédure dite de comparution immédiate qui fait qu'on est arrêté la veille et jugé le lendemain sans beaucoup d'éléments sur la personnalité des gens, sur ce qu'ils ont vécu, sur leur vie. Ça, c'est pas pour faire pleurer, parce que moi, j'aime bien le pragmatisme, comme je vous ai dit. Or, pragmatiquement, eh bien, c'est dommage que ces gens-là aillent en prison alors qu'il y aurait tant de choses à faire, des placements à l'extérieur, la peine hors les murs qui vous remet dans la société, mais d'une façon contrôlée. Voilà exactement ce que vous disiez. D'autre part, j'ai rencontré, l'autre jour, j'avais un débat avec un directeur de prison, directeur même de pas mal de prisons interrégionales, qui disait la prison est devenue un objet de régulation sociale. C'est exactement ce qu'on était en train de dire. Voilà, nous, au contrôle général, on a fait un pas. Bon, le malheur est qu'en France, la prison est un objet de débat politique et un objet de débat dans la presse. Or, les réactions, évidemment, de gens qui ne voient que l'écume des choses, il est méchant, il a fait un truc méchant, eh ben, il va en prison. Mais ça, je dirais que gouverner, c'est autre chose. Et c'est pour ça que nous, le contrôle général, on appelle le gouvernement à un peu de courage politique et à trouver les moyens d'une régulation carcérale, ce qu'on appelle la régulation carcérale, c'est-à-dire il n'y a pas plus de détenus qu'il n'y a de places en prison. Là, on revote pour depuis 1873, je crois, pour je ne sais pas combienième fois, l'abandon du moratoire sur l'encellulement individuel, enfin, l'abandon du rêve de l'encellulement individuel. Et je pense que si on ne voit pas plus loin que le bout de notre nez, c'est-à-dire le nez de la vengeance que réclame la société, si les gouvernants ne prennent pas l'habitude d'avoir un discours intelligent sur la question pour dire à nos concitoyens qui ne sont quand même pas idiots et même très intelligents que
on n'arrivera à rien comme ça et qu'on arrivera à beaucoup plus de bien pour la société tout entière, pas seulement pour les détenus, de la réinsertion, de réinsérer les gens, de leur faire effectuer les peines d'une autre façon, soit dans des prisons ouvertes qui ressemblent un peu au placement extérieur, au travail d'intérêt général. Il y a 1000 façons. Et je pense que les journalistes ont un grand rôle à jouer là-dedans. Il est très intéressant de constater quels sont les points de contact, les analogies entre nos deux pays qui ont connu des histoires assez voisines, y compris pour ce qui est du contrôle général du garant. Donc, vous êtes quelqu'un, Madame Bucolieri, qui vivait les prisons au jour le jour. Vous essayez chaque jour d'intervenir pour améliorer les choses. Eh bien, on parlait de pauvreté. En prison, il y a surtout des pauvres. Et la pauvreté en prison est très accentuée. Tout à l'heure, on a dit que dans les prisons, il y a des personnes, des individus d'une condition sociale inférieure, dont la vie a changé. Et la prison marque une fracture entre un avant et un après. Les personnes libres, qu'est-ce qu'ils n'arrivent pas à voir par rapport aux prisons? Nous utilisons une terminologie complètement différente quand on parle de prison. Parfois, je parle à des gens qui travaillent dans les prisons et on dit, en se référant aux gens qui ne sont pas en prison, on les appelle les gens libres par opposition aux détenus. Par exemple, je pense au bénévolat, aux bénévoles, aux volontaires, au travail volontaire qui se fait en prison. En Italie, c'est un phénomène qui est peu visible, mais qui est très important. Quels sont donc les aspects qui sont très importants en prison, qui ne sont pas vraiment appréhendés à l'extérieur? Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas appréhendées, qui ne sont pas vues par les gens libres, par la communauté extérieure. D'abord, ce qu'on ne voit pas, c'est la véritable fonction de la prison, c'est-à-dire de faire en sorte que les gens soient en prison le moins de temps possible. Donc, non pas parce que on est bon par angélisme, non, parce qu'il faut essayer de placer les gens à l'épreuve dans la communauté. Donc, il faut qu'on puisse passer dans les prisons juste le temps nécessaire, comme l'a dit Palme, pour être observé, pour pouvoir identifier leurs besoins, leurs exigences, les situations sur lesquelles on peut intervenir et qui ont conduit donc au crime, à l'infraction. Ensuite, il faut les placer à l'épreuve à l'extérieur. Donc, il faut trouver des mesures alternatives à la peine, donc des aménagements de peine à l'extérieur. Cela dit, je pense que les gens libres ne comprennent pas que la prison et les gens qui sont dans les prisons sont parmi nous. Avant, ils étaient parmi nous, ils sont toujours parmi nous et qu'il faut s'occuper de ces personnes. Si on les a négligées avant, eh bien, il faut essayer de s'en occuper maintenant. Nous savons qu'il y a un problème de carence de services sociaux, mais il faut qu'on puisse s'occuper davantage de ces personnes. Il faut pouvoir offrir des services sociaux au profit de ces personnes qui ont besoin d'aide, qui ont besoin d'être assistées pour éviter que l'après-détention soit une période dans laquelle on est tributaire de l'assistance sociale ou de l'assistance psychiatrique. Nous connaissons tous les problèmes que pose la prison sur l'esprit, sur la psyché des individus. Nous savons que la psyché malade risque
dégrader aussi la santé physique de la personne. Donc les gens libres n'arrivent pas à comprendre que ces personnes dans les prisons sont tout près de nous. Nos expériences le prouvent. Je pense que M. Palme a fait la même expérience. Je pense que M. Palme est certainement d'accord avec moi. La société rentre dans la prison et à ce point-là comprend quelles sont les ressources, quelle est l'humanité qui existe dans les prisons, des ressources gaspillées parce que dans les prisons, il y a des personnes qui pourraient s'engager autrement, qui sont obligées de passer leur journée, dans la plupart des cas, sans rien faire, de manière tout à fait inoccupée. Et je pense que les gens libres ne se rendent pas compte de la portée des efforts accomplis par les institutions pénitentiaires pour essayer de restituer des personnes, après avoir purgé la peine, qui puissent être plus adaptées à la vie en liberté. Les gens pensent que la prison, je ne dis pas que c'est une forme de vengeance, mais on dit c'est un méchant, il doit être puni. Donc la prison est vue comme une punition. Par contre, évidemment, on pense que les personnes en prison doivent souffrir. Donc, non seulement il y a la privation de la liberté, il y a encore d'autres punitions qui doivent être infligées. On dit, ah, mais les détenus en prison vivent très bien, ils ont la télé. Tout un tas de clichés, d'images d'Épinal qui correspondent à ce que les gens pensent. C'est-à-dire les gens dans les prisons doivent vivre mal et que s'ils vivent bien, ce n'est pas une peine, ce n'est pas une punition. Par contre, notre effort, c'est de faire en sorte que les gens soient bien dans les prisons, parce que les gens ne doivent pas se sentir comme des victimes du système. Donc, si la détention est une forme pour infliger des punitions et des souffrances, ce n'est pas bien, parce qu'il faut les accompagner sur un parcours d'émancipation, sur une façon différente d'être au monde. Oui, on sait très bien, quand on parle de prison, que le taux de récidive est très élevé. Donc, si un détenu a purgé sa peine, facilement, une fois sorti, risque de commettre encore des infractions. Donc, le taux de récidive est très élevé. Donc, il y a une sorte de cercle vicieux qui s'engage. Ceux qui sortent de la prison tendent à y revenir, surtout s'ils n'ont pas bénéficié de tout un tas de mesures. Donc, la contrainte, le fait de vivre dans un lieu fermé, c'était surtout un thème très grave pendant la pandémie. La Covid, la pandémie, ça a été une période très dure parce que c'était une double peine pour les détenus. Pour nous, ça a été très dur en Italie et en France de vivre pendant la pandémie. Donc, pour les personnes libres, le fait d'être confiné à la maison à cause d'une pandémie, bon, ça a été vraiment très, très, très lourd. Pour les détenus, c'était encore plus lourd à supporter parce qu'ils n'avaient pas la possibilité de rencontrer leurs proches, leurs familles. Donc, ils ne pouvaient plus communiquer, ne pouvaient plus recevoir d'informations de l'extérieur. Donc, il y avait une double détention, si vous voulez. Pas de possibilité de communiquer. En Italie, ceci a eu des conséquences très graves, des révoltes, et j'en passe. Maintenant, on constate aussi un nombre très élevé de suicides. Je demande à M. Palme de nous parler un peu de ce qu'a été la Covid, la pandémie dans les prisons et quelles ont été les conséquences sur les détenus. Eh bien, le Covid a agi sur deux niveaux. D'abord, sur le niveau psychologique. Il y avait l'angoisse. Nous étions tous angoissés au fur et à mesure qu'on comprenait
que ce virus était très méchant et que nous pouvions être porteurs, victimes de ce virus. Je pense surtout au tout début de la pandémie. Donc il y avait cette angoisse que nous avions tous, qui nous conduisait à nous interroger sur le meilleur comportement à tenir. Il y avait des règles, de la distanciation sociale, les masques, etc. Et en plus de tout ça, il y avait l'angoisse parce qu'on était confinés à la maison. Donc, si le virus devait entrer, eh bien, il aurait été très facile de tomber malade, d'avoir des conséquences vraiment peut-être très graves. Donc, il y avait une double angoisse chez nous tous, surtout pendant la première période. Mais cette angoisse a diminué lorsque, je me réfère aux prisons, lorsque l'administration pénitentiaire a commencé à distribuer des téléphones portables, des smartphones, pour permettre donc aux détenus d'appeler, de faire des vidéos avec les proches. Et ceci a vraiment eu une conséquence très positive qui doit être pérennisée. Si je suis un détenu et que dans le parloir, je rencontre un proche, un membre de ma famille, et que je ne suis pas en mesure de revoir ma maison, si je puis dans la vidéo voir des amis, des copains ou chez moi, eh bien c'est très important. Donc tout ceci a eu des effets très importants, très positifs. Donc il y a eu une toute première difficulté, ce que j'appelle la double angoisse. La double angoisse, y compris chez les détenus dans les prisons, où il y a eu des révoltes, il y a eu des problèmes très graves. Après, on a permis aux détenus de se connecter quelque part avec les proches. Et puis, il y a une autre angoisse qui dure toujours. Madame Bucoliero a dit tout à l'heure que nos prisons devraient être mesurées à l'aune des projets qui se développent là-dedans. Des projets qui sont mis en œuvre par l'univers du tiers secteur, donc des bénévoles. Eh bien, tout ceci s'est arrêté pendant la Covid, pendant la pandémie, parce que ces experts ou ces entités extérieures ne pouvaient plus rentrer. Je pense que la pire des choses en prison, au-delà de la surpopulation, c'est le temps sans signification, le temps vide, le temps qui doit passer mais où il n'y a rien. Et pendant ces années, le temps a été vraiment vide. Et même si on a peut-être surmonter la période la plus dure, on a du mal à revenir à la norme. Le problème des suicides, bon, je ne veux jamais interpréter cette question des suicides. C'est un sujet par rapport auquel il faut être très prudent, très discret. Je ne souhaite pas vraiment intervenir parce que on ne peut pas vraiment expliquer pourquoi une personne commet ce geste extrême, mais c'est un sujet très grave. Pour venir ici, je suis sortie de mon bureau et mon bureau se trouve tout près, sur l'autre rive du Tibre. Je suis venue à pied. Eh bien, avant de sortir, j'ai appris qu'il y a eu un énième suicide cet après-midi dans une prison. Et puis, en venant ici, même quand j'étais sur le point d'entrer dans le palais, eh bien, on me dit qu'il y a eu un deuxième suicide aujourd'hui, pour un total de 77 suicides depuis le début de l'année. Et à la fin de 2022, ce chiffre risque d'augmenter. 77 jusqu'à aujourd'hui. Ces choix, le choix de se suicider, bon, ce sont des choix sur lesquels il ne faut pas donner un jugement. On ne peut pas dire que ces suicides
vérifie parce qu'il y a un problème d'attention, une certaine négligence. Au moins, c'est pas que ça. Parce que le fait de considérer qu'à l'extérieur, on pense que le temps est une notion vide pour les détenus, amène les gens dans les prisons à penser maintenant je suis en prison, je suis dans un monde qui n'intéresse à personne, j'évolue dans un vide et ceci peut être vraiment dramatique. La représentation que nous donnons de ce monde, c'est quelque chose de peut-être trop fort. Beaucoup de suicides se produisent tout de suite après l'entrée en prison ou peu de temps avant de sortir. Donc, quand la personne se rapproche ou s'éloigne ou vient de s'éloigner du monde extérieur. Donc, l'administration pénitentiaire doit essayer de multiplier ses efforts pour augmenter son attention, mais surtout nous, comme société, nous devons nous livrer à des réflexions toujours plus approfondies. Nous devons construire une culture qui puisse vraiment influencer les comportements des individus plus faibles, plus vulnérables. Oui, le chiffre de suicide en Italie est vraiment énorme, ahurissant. On dit qu'en prison, c'est un peu compliqué à expliquer. Oui, donc l'Italie n'est pas un pays avec un pourcentage élevé de suicides. Si je considère le taux de suicide par rapport à la population adulte et que je considère le taux de suicide par rapport à la population carcérale, j'ai un facteur multiplicateur de 16. Et ceci doit nous faire réfléchir, évidemment. En France, est-ce que la Covid a eu le même effet, le même impact? En Italie, on a beaucoup parlé de prison pendant la Covid, justement parce qu'il y avait des révoltes dans les prisons italiennes. C'était un phénomène qui a été raconté, qui a été médiatisé. Ça a été un phénomène éclatant qui a mis au centre de l'attention les prisons. Et on a dit que, comme l'a dit M. Palma, la pandémie a amené les prisons à s'ouvrir à la technologie. Donc, la condition du détenu s'est améliorée grâce à la pandémie parce qu'il a pu avoir accès aux appels vidéo, Skype. J'ai eu un entretien avec un détenu qui venait de sortir de la prison. Il m'a dit qu'avant le Covid, pendant 10 ans, il n'avait jamais vu tout un tas de proches qui ne l'avaient jamais rencontré en prison, paradoxalement, pendant le Covid, et puisqu'il avait pu faire des vidéos, il avait pu revoir sa mère, très âgée, son enfant, qu'il avait vu très rarement. Donc, paradoxalement, de ce point de vue, il y a eu quelque chose de positif pendant le Covid. Est-ce qu'en France aussi, ça a été aussi une période compliquée à cause des révoltes, mais est-ce qu'on a appris quelque chose quelque part quand même? Les détenus ont pu faire du Skype et de la vidéo avec leurs proches. Mais enfin, c'était une période très dure en prison, mais si le Covid a eu un bénéfice, c'est bien là parce que le gouvernement a pris peur. Tout le monde a eu peur, l'administration. On a été tous un peu terrorisés à l'idée que le virus se répande dans une situation où il y a des prisons surpeuplées à 200% quand même en France, ou voire 240% à Bordeaux, Gradignan, par exemple. C'est-à-dire, c'est un danger énorme. Déjà que, je ne crois pas qu'on est condamné à attraper le Covid en plus des mois de prison, ni à mourir en prison du Covid. Donc, le gouvernement a pris des ordonnances de libération et justement, c'était des sorties encadrées, des aménagements de peine, sous le contrôle des juges d'application des peines, sous le contrôle des services pénitentiaires, et les gens les plus près de la sortie sont sortis.
Et on est tombé de 72 000 détenus à 58 000. Espoir, est-ce que ça allait durer? Mais pas du tout. On est remonté à 72 300 détenus. Aujourd'hui, il y a 2100 personnes qui dorment par terre sur un matelas dans les cellules, en respirant des petits cafards pendant qu'ils dorment. Et comme je vous l'ai dit. Donc, je trouve que c'est une occasion ratée, mais vraiment, pourquoi, comment ça se fait? Pourquoi ça n'a pas été possible de maintenir ce niveau plus raisonnable de détenus? Je pense que voilà, parce qu'il y a un débat, malheureusement, c'est très politisé, la prison. La justice pénale est très politisée en France et que c'est le lieu d'affrontement entre la gauche, la droite, l'extrême droite, et avec des débats totalement stériles. Et il faudrait du courage politique pour que on en revienne à ces ordonnances pour vider un peu les prisons. Ça a été possible. Il n'y a pas eu de révolte populaire contre ces sorties de prison. Il n'y a pas eu de hausse de la récidive. Donc ça prouve que c'est possible. Et je ne comprends pas pourquoi nos gouvernants n'ont pas le courage de recommencer. J'ajoute qu'il y a peut-être en France une passion d'enfermer. Et vous parliez de châtiment, madame, c'est exactement ça, parce que moi je trouve que ça s'apparente au châtiment corporel quand on est enfermé à 3 dans si peu d'espace, avec des bestioles qui vous grimpent partout. Plus penser à la vie des surveillants, des agents pénitentiaires, qui est épouvantable. Et puis ces facteurs de violence, et de violence des surveillants sur les détenus et entre détenus. À Gradignan, les surveillants nous ont dit leur détresse et les détenus nous ont dit il y a des violences, mais je comprends les surveillants, ils deviennent fous, on est trop. Vous voyez, c'est comme quoi ils sont plus raisonnables que les gens libres. Et les surveillants nous ont dit, moi détenu, je ne rentrerai jamais dans leur cellule. Si j'étais détenu, je refuserais. C'est trop horrible. Ecco, lo stato dei luoghi. Alors, l'état des lieux, c'est un autre thème dont on parle moins. La construction carcérale est un thème très débattu en Italie. Pas à l'heure actuelle, parce que la construction de nouvelles prisons n'est pas à l'ordre du jour. Mais dans votre livre, vous parlez également des lieux où se trouvent les prisons, du fait qu'elles ne figurent pas dans les cartes des villes. Par le passé, dans certains lieux d'Italie, la prison était au centre-ville, dans le centre de la ville. Donc, c'était quelque chose que l'on voyait. Et quand on voit quelque chose, elle acquiert un caractère physique. Ça devient un thème pour la collectivité. Mais mettre les prisons au-delà des limites de la ville est une manière d'oublier l'existence des prisons. Alors, pouvez-vous nous raconter, par rapport à votre expérience, par rapport aux prisons que vous avez vécues dans votre profession, quelles sont les structures qui ont aidé, qui ont contribué à améliorer la vie des détenus et de ceux qui travaillent dans les prisons? Et quels sont les problèmes structurels qui affligent le secteur du bâtiment en Italie? Eh bien, la position, l'emplacement des prisons. Si la prison est au centre-ville, est une chose. Si tous les gens peuvent voir la prison et peuvent connaître la prison, et s'il est facile d'accéder à la prison, parce que en fait, la prison est un lieu ouvert ou fermé en fonction de ce que nous voulons qu'elle soit. Quand on parle du droit à l'affectivité qui est niée. Alors, c'est un lieu public, ouvert au public. Il est impossible avoir ces moments d'intimité parce qu'il y a les contrôles. Ou bien la prison peut être fermée, comme nous l'avons vu. Les informations ne sortent pas de manière correcte. Enfin, la définition varie comme bon nous semble. Alors, le fait
d'être situé au centre-ville, ça fait toute la différence pour les détenus, pour les proches, les familles. Nous oublions souvent les familles, mais la peine à purger non seulement par les détenus, mais également par les familles qui très souvent ont du mal à atteindre aisément l'établissement parce qu'il est éloigné, qu'il n'y a pas de transport en commun, est difficile à atteindre. Très souvent, nous assistons à ces entretiens des familles qui arrivent affolées avec de grandes difficultés. Le lieu où la prison se trouve fait toute la différence. Aujourd'hui, les établissements sont tous réalisés à l'extérieur des villes parce que la justification est qu'il faut avoir davantage de place, des espaces plus grands, des espaces plus vastes pour la structure et pour toutes les dépendances et les autres. Il est très facile de penser que la communauté ne veut pas de prison tout près de chez elle. Mais je me souviens toujours que quand la prison de Bolat a été ouverte en l'an 2000, les élus locaux eux-mêmes et les citoyens de la municipalité de Bolat cette prison se trouve dans la ville de Milan, mais concerne également d'autres municipalités. Et les élus, les citoyens ne voulaient pas cette prison parce que les villes eût été identifiées avec la prison. Tel n'est plus le cas aujourd'hui parce que la prison fait partie de la communauté, comment dire. Mais c'est quelque chose qui est arrivé après. Au départ, on a tendance à refuser la construction d'une prison parce que nous pensons que le fait d'avoir une prison au sein d'une communauté fait que cette communauté s'identifie à la prison et finalement le quartier est mal famé, mal fréquenté, la zone de la prison est mal fréquentée. Par contre, nous savons jusqu'à quel point il est important que la prison se trouve dans un lieu qui permette aux détenus eux-mêmes de sortir. Les détenus ont la possibilité de sortir avec des permis, des autorisations, des mesures alternatives. Ils peuvent sortir pour étudier, pour travailler, et c'est plus simple s'ils se trouvent dans un lieu au centre de la ville plutôt que en banlieue. Et très souvent, malheureusement, la prison n'est pas considérée comme faisant partie de la communauté. Et les administrations locales ont du mal à considérer la prison dans leur planification. Les communes les plus avancées, les plus modernes, les plus sensibles, telles Rome, Milan, les grandes villes, mais en général, dans la conception, dans la planification, la prison ne figure jamais. Ce n'est qu'après, à la demande de l'administration pénitentiaire, à la demande de la direction carcérale, ce n'est qu'après que l'administration municipale se souvient, ou l'administration régionale se souvient que la prison existe, que la planification, la conception doit tenir compte de l'existence d'une prison. Le bâtiment, le secteur du bâtiment, nous n'avons jamais eu, comment dire, un bâtiment carcéral à proprement parler. Il n'y a jamais eu une modalité, un projet tenant compte des vrais besoins des détenus. Sinon, on ne comprend pas pourquoi les établissements de peine ont été réalisés avec la plupart d'entre eux. Les derniers ont dû s'adapter à des espaces plus vastes pour certaines activités, mais il a fallu longtemps. Il y a eu ces dernières années bien des études de l'université, des écoles polytechniques, des universités, mais il est toujours très difficile de trouver des études qui soient vraiment mises en œuvre. Le dernier projet, le dernier cahier de charges
sur la base duquel les nouveaux établissements seront réalisés tiennent compte des travaux réalisés par la dernière commission des architectes. Certains architectes ont participé à cette commission. Et alors, peut-être les choses, petit à petit, sont en train de changer. Peut-être ces nouveaux projets tiendront compte des exigences, des besoins des détenus, qui ne concernent pas que la cellule qui doit être propre, adaptée, grande, mais comme l'établit la loi, nous avons un règlement de l'an 2000 qui, hélas, n'a jamais été mis en œuvre pour l'essentiel. Eh bien, les détenus doivent, pendant la journée, ne doivent pas rester dans leur cellule, mais ils doivent aller dans des lieux où ils peuvent exercer une activité. Il faut faire la distinction entre le jour et la nuit, comme c'est le cas pour tous. La cellule ne doit pas être habitée, entre guillemets, pendant le jour. Mais dans nos structures, cela est très difficile, encore très difficile. Malheureusement, les dernières circulaires qui ont prévu de nouvelles modalités de surveillance et de nouvelles modalités qui ont prévu une nouvelle organisation des circuits, des mesures de sécurité, se heurtent aux problèmes liés à l'absence d'espace. Non seulement la dimension des cellules, mais le manque d'espace de convivialité. Je voudrais introduire un thème qui peut être intéressant pour notre public. C'est un thème dont on a longuement débattu ces dernières semaines dans la presse. Et c'est le thème de la peine à perpétuité incompressible. Peut-être vous en avez entendu parler. Cela a beaucoup à voir avec le débat que nous sommes en train d'avoir aujourd'hui. Mais c'est l'un des aspects de la prison. Tout à l'heure, on a parlé du langage. La prison a son langage, ses concepts, et les personnes libres ne le comprennent pas toujours, ce langage. Alors, j'explique brièvement et puis je demanderai au garant. La perpétuité incompressible est une forme de purger sa peine. Article 4 bis du règlement pénitentiaire qui prévoit que pour certains détenus pour des crimes particulièrement graves et odieux pour la société, mafia, terrorisme, des crimes d'association de malfaiteurs particulièrement graves ne peuvent pas accéder aux bénéfices pénitentiaires dont nous avons parlé jusque-là, si ce n'est à travers une condition, la collaboration avec la justice. Sans collaboration, les détenus emprisonnés pour ces crimes ne peuvent accéder à aucun bénéfice pénitentiaire. Ils doivent purger leur peine, surtout s'il s'agit de perpétuité, dans sa totalité. Cette norme a été intégrée dans notre système judiciaire pendant les années de la mafia. Les années où la mafia commettait beaucoup de meurtres en Sicile, c'était une norme d'urgence introduite en 1992 lorsque le juge Falcone était à la tête de l'administration pénitentiaire. C'est une norme que la Cour constitutionnelle nationale a considérée comme étant anticonstitutionnelle, là où elle prévoit cet automatisme, la présomption absolue de dangerosité du détenu qui ne se serait pas repenti et décidé de collaborer avec la justice. Parce que, en fait, à l'article 27 de notre Constitution, il est question de la fonction rééducative de la peine. Sans l'espoir d'une amélioration de sa condition, il est impossible de respecter le principe de la rééducation. Alors, que s'est-il passé? Et là, c'est la raison du débat et la raison pour laquelle je pose la question au garant. Le gouvernement a approuvé par un décret-loi une norme qui modifie la loi que je viens de décrire et qui prévoit qu'il n'y a plus d'automatisme. Le détenu doit prouver concrètement qu'il s'est dissocié, dissocié de milieu criminel et que cette évaluation doit être faite par la magistrature de surveillance. Le problème de cette norme est que, c'est la thèse de la jurisprudence et de la doctrine en particulier, que cette nouvelle formule fait passer de la présomption absolue
de dangerosité du détenu à la condition de l'impossibilité de démontrer que l'on n'est plus dangereux. Parce qu'un détenu qui est resté en prison ne peut pas prouver concrètement qu'il n'est plus dangereux, comme l'exige la nouvelle loi. Les détenus à perpète incompressible sont un millier. Ils sont tous plutôt âgés. Alors je pose la question aux garants. C'est un thème épineux, difficile s'il en est, parce qu'il s'agit de crimes particulièrement difficiles à pardonner par la société. Alors je vous pose la question, quel est l'état de l'art? Quelle est la position du garant vis-à-vis de cette situation? Je me rends compte qu'il n'y a pas de réponse juste face à un tel problème. Mais quel serait le souhait? Tout d'abord, je voudrais corriger un chiffre. Les détenus à perpétuité incompressible sont 1200 environ. Les détenus qui ont une incompressibilité temporaire sont plus nombreux, ils sont beaucoup plus nombreux. Alors je pars de la notion de la incompressibilité, entre guillemets. Cela naît de l'idée de la forclusion, préclusion absolue. Le juge ne peut pas évaluer globalement quelle est la situation d'un individu, mais le juge doit s'en tenir à un seul critère, qui est celui de la collaboration active avec la justice. Et cela, très souvent, surtout lorsque les crimes remontent loin dans le temps, cela fait que le magistrat se trouve dans l'impossibilité de prendre une décision. Je parle toujours de l'incompressibilité temporaire. Beaucoup de personnes purgent leur peine en perpétuité jusqu'au dernier jour. Le lendemain, ils peuvent sortir. Parce que ce n'est pas seulement, il n'est pas question seulement de collaboration. Cette collaboration doit être utile. Et beaucoup de personnes qui ont commis des crimes relevant de la perpétuité incompressible, je parle de la incompressibilité temporaire, n'ont pas d'informations utiles pour l'enquête du magistrat. Cette norme, à mon sens, donne lieu à une très grande insécurité pour la collectivité. Comme Madame Bucoliero sait bien, avoir la possibilité d'évaluer, avoir la possibilité de programmer le parcours d'un individu nous permet de connaître l'individu pour savoir comment cette personne sera à nouveau intégrée dans la société. Si il n'y a pas cette possibilité, s'il n'y a pas cette fenêtre ouverte jusqu'au dernier jour, moi, en tant que garant national avec mes 2 collègues du collège, parce que le garant national est un collège dont je suis président, puis il y a 2 membres et son équipe, eh bien, nous, moi et mes 2 collaboratrices, nous avons accès à n'importe quel détenu au terme de l'article 41 bis. Et très souvent, nous rencontrons des individus qui restent dans le cadre du 41 bis jusqu'au dernier jour de leur condamnation. Jusqu'à présent, ils ont des séparations, des cloisons, des préclusions. Demain, ils finiront dans la rue. Et je trouve que ce critère qui peut sembler comme étant un critère qui exprime une très grande force et rigidité, révèle par contre une grande faiblesse qui met en danger la collectivité. Parce que ce système n'offre pas également aux organismes de contrôle la possibilité d'avoir expérimenté comment la personne rentre dans la société. La Cour constitutionnelle aurait dû disons, la Cour constitutionnelle a rendu son avis et puis a donné du temps aux législateurs. Si cette incompressibilité est liée à la perpétuité, donc les personnes qui ne sortent jamais de prison. Nous savons que la Cour européenne des droits de l'homme a établi une violation de l'article 3 de la Convention. Article 3 de la Convention, je dis cela pour les non-initiés. C'est l'interdiction
de la torture et l'interdiction de tout traitement inhumain et dégradant. Et c'est l'un des rares articles, il n'y en a que 4 de la Convention européenne des droits de l'homme, qui ne saurait être dérogé, quelle que soit l'urgence, l'exception. François Hollande avait demandé une dérogation après le Bataclan pour indiquer un cas d'espèce. Il a pu déroger aux autres articles, mais pas de l'article 3, qui n'a pas duré longtemps. Mais l'article 3 fait cette interdiction. Et la Cour européenne établit que la prison sans la perpétuité sans espérance est une violation de l'article 3. Alors la question qui se pose est la suivante. La possibilité de collaborer avec la justice. Est-ce que cette possibilité laisse une lueur d'espoir permettant qu'il ne s'agit pas d'une violation de l'article 3, parce que par rapport à ce que la Cour européenne a établi et la Cour nationale qui, en raison du droit interposé, doit prendre en charge et appliquer les arrêts des organes supranationaux, eh bien, la Cour nationale s'est interrogée sur cet élément, l'élément de la collaboration. Et la Cour a affirmé que ce principe, le principe d'un élément absolu, du caractère absolu de ce critère, est-ce que cela fonctionne ou bien faudrait-il avoir d'autres critères? Et puis la Cour a dit qu'il faut que le Parlement prenne une décision parce que la collectivité doit être rassurée. Nous tous, nous devons être sûrs que quand la personne sort de prison, par ailleurs, c'est une personne qui est en train de purger la peine, la perpétuité. Donc, il y a là derrière un crime important. Mais nous devons comprendre comment cela ne porte pas atteinte au principe de l'humanité. Le Parlement, le nouveau ministre, M. Nordio, a présenté un texte qui avait été déjà élaboré pendant la législature précédente. Donc, j'ai trouvé quelque peu bizarre que d'en attribuer la responsabilité au nouveau ministre. C'est une responsabilité collective. C'est la responsabilité de tous parce que le texte qu'il a présenté était l'élaboration d'un texte précédent qui prévoit un très grand nombre d'éléments, dont quelques-uns sont des éléments que l'on peut vérifier, tels le comportement pénitentiaire, entre autres. Et certains éléments sont des éléments pronostiques. Le droit pénal doit toujours reposer sur le quia peccatum non ne peccetur. Il faut regarder ce que l'on a commis. Il est très difficile, le droit ne peut pas se baser sur les intentions, sur ce que l'on pourrait faire. Et alors ces éléments finissent par être difficiles à vérifier. Il incombera à la Cour de cassation, parce que la Cour constitutionnelle a renvoyé cela à la Cour de cassation. C'est à la Cour de cassation de dire si ce que le Parlement a approuvé est exactement ce que la cassation voulait quand elle avait interrogé la Cour, quand elle avait saisi la Cour constitutionnelle. J'ai tendance à croire, j'ai tendance à penser que parfois, le meilleur est l'ennemi du bien et que parfois, si pour surmonter un critère, j'en établis 4 autres encore plus contraignants, alors finalement, ce principe n'était pas à l'origine de mon doute, mais le Parlement est souverain, comme on dit. Sì. Merci. Je vais, pour conclure, poser une dernière question à Mme Simoneau. En reprenant ce que M. Palma a rappelé, c'est-à-dire l'Europe. Et alors, ma question est la suivante. Nous sommes dans une ambassade, nous sommes dans un salon qui voit la rencontre de 2 cultures. Les situations sont différentes, mais il y a un dialogue entre ces 2 cultures. Ma question est la suivante. En tant qu'institution, est-ce que l'Europe s'occupe assez de prisons ou pas du tout?
Est-ce que c'est un problème pour l'Europe? Qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus? La Cour de justice européenne est interpellée, elle intervient de temps en temps, elle incite parfois les différents pays à intervenir sur certains thèmes difficiles. Est-ce qu'on pourrait faire plus, de manière plus positive à l'échelle européenne? C'est ça ma question. Faire plus, mais c'est vrai que les instances européennes sont plutôt actives en ce qui concerne les droits humains, la prison, etc. D'ailleurs, prochainement, la France recevra le comité des ministres du Conseil de l'Europe qui viendra vérifier ce qu'elle a fait de ses recommandations, injonctions diverses sur la surpopulation. Je pense que le Conseil de l'Europe ne sera pas déçu de sa visite. Je pense que ça va, oui. Et puis, vous voyez, là, on parle, vous dites de cultures différentes, mais je pense que pourtant l'Italie et la France se ressemblent assez. Mais avec Anne-Sophie Bonnet, ma collègue qui est ici, nous sommes allés en Allemagne, par exemple. Et moi, j'aimerais beaucoup qu'on suive l'exemple allemand. En Allemagne, la prison n'est pas un sujet politique, ce n'est pas un sujet de s'écharper entre partis. Quand une prison est pleine à 90%, elle se déclare suroccupée. Et c'est terminé, plus personne n'entre et des gens sortent. Et toutes les peines, la plupart des peines sont effectuées, enfin, beaucoup de peines sont effectuées hors les murs. Pour preuve, l'Allemagne a 20 millions d'habitants de plus que la France, mais elle a 14 000 détenus de moins. Voilà, ce sont des exemples à suivre si on veut être européen. Je pense que c'est de ça qu'il faut s'inspirer et non du pire. Quant aux perpétuités incompressibles et la loi, si vous parliez de la loi sur les repentis, j'imagine, moi je la trouve dangereuse parce que je pense que pour se sortir d'affaire, on peut être amené à dire n'importe quoi, mais bon, je ne m'y connais pas, donc je ne vais pas me prononcer là-dessus. Mais voilà, je trouve qu'il y a des exemples européens à suivre, et je trouve que c'est eux qu'on devrait suivre plutôt que de suivre les exemples les pires. Et j'attends beaucoup de cette visite du Conseil de l'Europe à la mi-décembre en France, pour voir ce qu'on a fait pour améliorer le sort des prisonniers, mais avec eux le sort de la société entière, car que quand on améliore, tant qu'on laissera les choses dans cet état, les gens sortiront dans un état pire qu'ils sont entrés, et c'est stupide. Et c'est dépenser beaucoup d'argent pour rien du tout. Ecco, io Je vais utiliser ces 5 dernières minutes pour vous donner la parole. On a parlé de la perpétuité incompressible, un sujet qui a été évoqué aussi par Madame Simoneau. Bon, ma question est la suivante. Vous vivez la réalité de la prison. Qu'est-ce que vous pensez de la qualité du débat autour de ce sujet? Quelle est votre position, vous, personnelle, en vivant dans une prison, en travaillant au jour le jour dans une prison? Je ne peux qu'être d'accord avec M. Palme. Je crois que les juges ont vraiment la possibilité d'évaluer, de juger des gens, même les pires criminels, y compris les détenus au terme de l'article 41 bis. Donc, pour ne pas aller contre les dispositions constitutionnelles, même ces détenus doivent pouvoir avoir l'opportunité, la possibilité d'obtenir des aménagements de peine. Nous savons très bien que la collaboration est difficile pour le détenu, y compris parce qu'il a peur de retorsion, il a peur de vengeance contre sa famille. Et donc, la collaboration est difficile. De plus, je me demande si vraiment il faut demander une collaboration de la part du détenu pour lui octroyer des aménagements de peine. Donc, je ne sais pas si c'est vraiment le chemin à suivre. Donc, je pense et j'espère, comme l'a dit M. Palme, que ce débat ne nous amène pas à faire des pas en arrière, à reculer, à dégrader la situation par rapport à la situation actuelle, alors que nous on veut vraiment améliorer la condition des détenus. Donc,
Il est vrai que nous avons besoin de mettre à l'épreuve les détenus, y compris les détenus qui ont commis des crimes très graves. Le fait que le détenu purge sa peine jusqu'au dernier jour et qu'ils ont été détenus au terme du Quentin bis, c'est vraiment incroyable. On ne rend pas un service à la société ce faisant. Le problème du 4 bis est un problème général, un problème très difficile. Les crimes pris en compte dans le 4 bis ont été augmentés sur la base de crimes qui ont été très médiatisés, qui ont créé une alerte sociale. En 2009, on a introduit le crime de violence sexuelle en groupe. Et encore une fois, le fait d'aggraver les peines pour certains crimes, pour certaines infractions, en se basant uniquement sur l'urgence, sur la contingence, parce qu'il faut faire face à une situation contingente. C'est pas bien, c'est pas bon, parce que nous savons que la plupart des crimes contre la liberté sexuelle sont commis au sein du noyau familial. Donc le fait d'avoir aggravé les peines ou les sanctions sans avoir fait une réflexion plus approfondie, ça ne rime à rien. Avec un certain recul, on voit que ces aggravations de peine ont été vraiment néfastes et pas certainement bénéfiques pour le système pénitentiaire, ni pour la société, ni pour les détenus. Je remercie donc Madame Bucoliera, Monsieur Palma, Madame Simoneau. Merci de la qualité du débat que vous nous avez offert ce soir. Je remercie encore une fois l'ambassade de France, les organisateurs de ce débat. Je remercie l'audience, l'assistance et je vous souhaite une bonne soirée.